Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 10 novembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et aussi je tenais à vous prévenir que je serai absent demain et vendredi. Effectivement, demain est un jour férié avec l'armistice. Et je prendrai aussi congé vendredi. De ce fait, je vous retrouverai à partir de lundi pour un nouveau briefing des marchés. Alors, aujourd'hui, grande séance pour les marchés, puisque les investisseurs attendent l'inflation US, le principal catalyseur de la semaine. Hier, Wall Street a même basculé dans le rouge, sonnant la fin des séries de records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq, à l'issue d'une séance justement marquée par les prises de bénéfices dans un contexte d'inquiétude à propos de la hausse de l'inflation. Dans la foulée de l'adoption samedi par le Congrès américain du plan d'investissement d'infrastructures voulu par le président Joe Biden, le S&P 500 et le Nasdaq avaient enregistré lundi une hausse pour une 8e séance consécutive pour s'établir à de nouveaux records, mais en l'absence de catalyseurs, eh bien, les investisseurs ont privilégié mardi les prises de bénéfices. Du côté macro, des données officielles publiées hier montrent justement que les prix à la production aux États-Unis ont continué d'augmenter en octobre, le signe d'une inflation élevée qui pourrait se révéler plutôt durable dans un contexte de tension, comme vous le savez, sur les chaînes d'approvisionnement. Et par conséquent, maintenant, les investisseurs attendent la publication de l'enquête mensuelle sur les prix à la consommation aux États-Unis à 14h30. Donc derrière, en Europe, on évolue sans grand changement, on cède un peu du terrain en début de séance ce mercredi, les investisseurs accueillant toujours dans le calme une nouvelle série de résultats d'entreprise, mais tous les regards maintenant sont tournés sur les données de l'inflation aux États-Unis. Alors, la tendance du jour, forcément, est à l'image de celle de mardi. Elle est à la prudence, alors que les acteurs attendent la publication de cette statistique clé à 14h30, qui pourrait justement ranimer aussi les spéculations sur le calendrier d'éventuelles hausses de taux de la Réserve fédérale. Alors que Jérôme Powell s'était plutôt montré patient lors de son discours la semaine dernière pour une hausse des taux. En revanche, on a des membres de la Fed comme Richard Clarida, eux, qui estiment que la Fed devrait même relever 2 fois les taux en 2022. Donc, pareil, une statistique clé à surveiller qui va justement permettre de nous donner un peu plus de visibilité sur la politique monétaire de la Fed pour 2022. Enfin, la médiane des estimations des économistes interrogés par Reuters donne un chiffre de 4,3% en rythme annuel pour l'indice d'inflation de base Core CPI, après 4% en septembre. Côté macro, ici nous avons donc l'indicateur Buffett, l'indicateur de Warren Buffett, le Buffett indicateur. Je vous avais déjà montré et publié ce graphique à de nombreuses reprises par le passé. Et rappelez-vous, en fin de semaine dernière, il me semble, ou en début de semaine, je ne me souviens plus exactement, mais je vous avais publié des graphiques montrant un peu des PER de sociétés supérieures à 20, avec un peu des schémas qui ressemblaient à la bulle des dot-com, en vous disant, oui, effectivement, quand on regarde ces graphiques, on a l'impression qu'on est en territoire de bulle, mais la masse monétaire qui a été injectée sur les marchés boursiers est tellement pharaonique que ces indicateurs deviennent biaisés, si vous voulez. On a une déstructuration des prix et des indicateurs à cause de la masse monétaire. Et donc, j'avais fait un petit exemple en vous parlant de l'indicateur de Warren Buffett. Et ici, j'ai enfin pu mettre la main dessus avec une mise à jour de cet indicateur. Et donc, effectivement, vous voyez que
capitalisation boursière mondiale par rapport au PIB mondial, on a atteint 144%. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et globalement, cet indicateur était paramétré par le passé pour commencer à clignoter et à nous alerter d'une anomalie de marché lorsque on dépassait le stade des 100%, comme ce fut le cas avec la crise des subprimes en 2008-2009. Ici, on était monté à 120%. Boum, derrière, on connaît la suite de l'histoire. Ici, pareil, on avait une correction de marché début 2019, quand la Fed avait justement voulu relever ses taux. Boum, correction de marché. Dès qu'on avait une nouvelle fois atteint les 100, juste avant le crack lié au Covid, derrière, pareil, de nouveau, une belle correction de marché. Et aujourd'hui, on explose tous les records, on est à 145% bientôt, et le sentiment en fait qu'on est dans un nouveau paradigme et que cette fois-ci encore c'est différent, comme on dit en anglais, this time is different. Et effectivement, force est de constater que l'indicateur clignote, tous les voyants sont allumés depuis maintenant de nombreux mois. Et pourtant, les marchés continuent de monter, les marchés sont toujours soutenus par les banquiers centraux. Par conséquent, voilà, il faut prendre du recul toujours sur ces indicateurs qui sont, j'estime, pertinents, mais qui nécessiteraient, je trouve, d'être réévalués comme certains ratios, comme certains multiples boursiers par rapport à l'intervention des banquiers centraux qu'on a depuis 16 mois maintenant sur les marchés. Et à cause de cela, ça peut donner quelques biais ou des trompe-l'œil, très clairement. Car effectivement, tant qu'on aura un soutien inconditionnel des banquiers centraux, difficile d'envisager actuellement une violente correction de marché, malgré les risques qu'on a pu connaître ces dernières semaines avec la poussée inflationniste, l'envolée des prix de l'énergie, Evergrande. Bref, on a eu plein d'autres choses aussi, mais voilà, on avait quand même un beau cocktail sur les marchés et finalement on constate que les marchés restent extrêmement solides. Néanmoins, voilà, j'estime effectivement que, comme je vous le disais maintenant depuis plusieurs séances, plusieurs semaines, on est sur des niveaux hauts sur les marchés. Une correction serait même la bienvenue, mais pour autant, c'est pas maintenant qu'il faut crier, j'ai envie de dire, encore une fois, à la bulle spéculative, à l'effondrement des marchés. L'indicateur pourrait très bien monter une nouvelle fois à 150-155% d'ici la fin de l'année. Ici, nous avons donc les prévisions de Goldman Sachs, enfin les nouvelles prévisions. Pareil, c'est un graphique que je vous ai présenté à de nombreuses reprises depuis cet été. Et Goldman Sachs, suite à la publication des résultats qui touchent à sa fin maintenant, a publié de nouvelles prévisions. Donc, globalement, rien n'a changé, si ce n'est, je crois, la cible pour fin 2021 à 4700 points du S&P 500. Bon, ils ne se sont pas trop mouillés, on va dire. Actuellement, le S&P est à 4685 points. Il est déjà venu taper les 4700. Donc, bon, Goldman Sachs estime quand même 4700 points pour la fin de l'année pour le S&P 500. Donc, ils ont fait un léger ajustement à la hausse. Pour l'instant, ça tient la route, j'ai envie de dire. On fera le point à la fin de l'année, voir si cet objectif à peu près est atteint, voire même dépassé, ou si on termine bien en dessous. Globalement, les marchés devraient continuer sur cette lancée, même si j'estime que la hausse, comme je vous le disais, me paraît limitée et que ce n'est pas le moment de céder à l'euphorie sur les sommets de marché. Maintenant, d'un point de vue des bénéfices par action, là, pareil, on n'a pas eu de grands changements, il me semble. Fin d'année toujours à 207 $, puis 212 et 226 pour 2023. En revanche, un peu frileux sur les perspectives à venir pour 2022. Très clairement, Goldman Sachs table sur 4900 points pour le S&P. C'est un peu, ils sont un peu frileux, je trouve. Effectivement, on sera plus dans la reprise haussière et peut-être que le thème de l'inflation pourrait poser des problèmes et des turbulences sur les marchés.
car très clairement, on pourrait s'attendre, comme je vous le disais, à une purge des marchés, une correction de 4-5% avant de repartir, car là, si on passe de 4007 à 4900 points, sur un an, effectivement, cela représente une hausse de même pas 5%. Donc, c'est pas grand-chose quand on sait la performance actuelle de l'indice. Il me semble qu'on est au plus de 20%. Autant pour le cas que je sais que l'indice français affiche une performance actuellement de plus de 27% sur l'année. Donc, le S&P, à mon avis, doit bien dépasser cette performance. À vérifier, on fera le point dans la partie graphique. Mais voilà, maintenant Goldman Sachs se montre un peu plus prudent avec seulement une hausse de 5% pour terminer l'année 2022 à 4900 points. Et effectivement, je m'attends à une année 2022 plus compliquée pour les marchés, avec pas moins d'euphorie, mais avec moins de performance que cette année, étant donné que le contexte ne sera pas du tout le même. On sera de nouveau sur les retours d'avant Covid, donc on ne parlera plus effectivement de reprise économique, mais on tentera de grappiller un peu de croissance et on sera de nouveau de retour avec une croissance, on ne va pas se mentir, mais plutôt molle, très clairement. Et derrière, si on a une inflation élevée, forcément, c'est pas compatible avec la performance du marché action. Côté graphique, donc justement, le S&P, d'habitude, je ne le présente pas, mais ici, c'est quand même intéressant de faire un petit tour d'horizon. Et effectivement, on voit qu'on a quand même une belle oblique ici qui passe par tous les plus hauts depuis maintenant le mois de septembre 2020. Et comme par hasard, on s'est arrêté pile poil dessus. Bien entendu, la cible de Goldman Sachs, ça correspond à cette oblique, 4700 points. C'est ce niveau. Hier, on a eu un petit chandelier de retournement qui commence pareil sur le Nasdaq. On a eu un avalement baissier. Peut-être que le marché commence à s'essouffler, donc à surveiller, surtout à confirmer cet après-midi, surtout si vous tradez le Nasdaq. Vous verrez qu'on a le même chandelier, chandelier de retournement, un avalement baissier, mais pour moi qui nécessite d'être confirmé par les statistiques à venir à 14h30. Revenons maintenant à l'indice parisien, qui reprend son souffle, très clairement, mais rien de dramatique toujours. Ça reste haussier, très clairement. Est-ce qu'il faut vendre maintenant? Non, c'est toujours trop tôt. Là, pareil, on a ouvert avec un petit gap haussier, mais bon, plutôt le sentiment que le marché reprend son souffle, se stabilise. Effectivement, si on casse les 7000 points, j'estime qu'il y aura un signal vendeur pour aller chercher notre Platinum Cap ici. Là, ce sera un plan à mettre en place éventuellement en cas de cassure de ce niveau pour retourner chercher le Platinum Cap. Et pour l'heure, ça reste extrêmement haussier. Comme je vous le disais, les plans acheteurs, ça reste compliqué, je trouve, à part sur repli. Et on est en pleine accélération haussière, donc évitez de céder au syndrome du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le train, la peur de rater une accélération haussière. Mais là, dites-vous bien qu'on est en pleine accélération haussière. On est plutôt en fin d'accélération haussière qu'en début d'accélération haussière. Dans ce cas, on attendra effectivement un repli sur des niveaux clés pour se repositionner dans le sens de la marche. Comme je vous le disais, une fin d'année en beauté permettrait d'aller chercher les 7250 points. Maintenant, en données 4 heures, effectivement, on a bien dégonflé. Enfin, le RSI qui était un peu trop surchargé, hop, là, il est en train de se dégonfler. Donc, le marché qui respire, mais pour autant, je n'observe pas des bougies de retournement, des cassures importantes de support. On reste bien orienté, toujours bien soutenu. Et pour moi, le premier niveau effectivement à surveiller, ce serait si le marché enfonce les 7000 points. Dans ce cas-là, aller chercher les 6300 ici. Et pourquoi pas se repositionner sur ce gros niveau si on a une belle correction avec Platinum Can et MM50 qui remonteraient ici en soutien. Concernant le DAX,
Globalement, c'est la même chose, le DAX. Ici, on est quasiment venu combler le gap. Rappelez-vous, c'était la zone que j'attendais. Mais pour autant, c'est pas baissier. Effectivement, on a un petit avalement ici, mais je le trouve vraiment pas convaincant. Plutôt un marché dans l'attente, qui se stabilise, dans l'espoir d'avoir un peu plus de visibilité derrière. Une zone d'achat, effectivement, si le marché tient, ce serait de venir combler ce gap. On l'a quasiment comblé. Donc, pas grand-chose, mais là, on reviendrait sur une zone de support. Et à l'inverse, en cas de clôture sous cette zone, eh bien, on pourrait mettre en place un plan vendeur avec un stop juste au-dessus pour aller chercher 15 008. Platen Can, ancienne résistance qui est devenue support. Et là, ce sera un plan vendeur pour aller chercher clôture sous ce niveau. On réintégrerait surtout le canal. Donc là, on était un peu en lévitation juste au-dessus. Pour l'instant, vous voyez qu'on a réintégré ce range, on est sur support, on vient pullbacker le canal. Donc effectivement, si on clôture derrière sous la borne haute du canal et sous le support, eh bien pourquoi pas mettre en place un plan vendeur pour aller chercher le Platen Can en données daily. Ce qui représente le plaqué de jaune, juste ici. Et donc derrière, on aurait remonté de la MM50, et là on a un gros niveau. Là, ce sera un petit plan vendeur qui pourrait potentiellement se mettre en place en cas de clôture sous ce niveau pour aller chercher borne basse du canal, plaqué jaune et MM50. Et ici, pourquoi pas rechercher en revanche des achats pour se repositionner dans le sens de la tendance. Et inversement, si finalement on casse les 16 080, ou mieux trouver un signal de retournement sur cette zone de support, et bien se repositionner dans le sens du flux pour aller chercher la borne haute du canal. Le Dow Jones qui lui est venu combler son gap, effectivement on avait quelques bougies en lévitation depuis le début de la semaine, rappelez-vous. Derrière, hier, face aux craintes liées à l'inflation, eh bien le marché lui est venu combler enfin ce gap. Bon, pas de plan de trading toujours sur le Dow Jones. Très clairement, j'attends les stats qui vont être publiés à 14h30 et de voir si effectivement on a une sortie par le haut du canal avec pullback derrière et on repart en direction des 37 000 points. Ou bien gros bull trap, dans ce cas-là réintégration, et je pense qu'on pourrait viser bien plus bas derrière les 35 630. Mais pour l'heure, ça reste haussier et il serait préférable d'attendre la publication des chiffres avant de prendre position sur l'ensemble des indices. Concernant le mini Dow Jones, les futurs, pareil, ça reste haussier. Pour moi, le plan, ce serait toujours d'attendre un retour sur support. Si ça tient, chercher des achats sur cette zone. Pullback, comme je vous le disais, pullback sur la borne haute du canal, prise d'appui sur Tenkan, et puis pourquoi pas en intraday mini swing, repartir en direction des 36 500 et peut-être un peu plus. En revanche, si derrière, aujourd'hui, on clôture sous ce niveau, eh bien, mettre en place une vente pour aller chercher la précédente zone de support ici, à 34 470 points, à peu près. Mais encore une fois, quand on affine en données 4 heures, on a toujours une belle dynamique haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, soutenu par la Kijun, soutenu par la MM50, au-dessus d'un niveau de support. Par conséquent, délicat de vendre avec tant d'éléments techniques qui viennent actuellement soutenir les prix. Il faudra donc attendre la cassure de ces niveaux. L'euro-dollar, bon, assez mou l'euro-dollar, comme l'ensemble du Forex, à part les paires en yens qui ont bien bougé cette semaine, avec des objectifs atteints, mais sinon le Forex, c'est très mou. On n'a pas beaucoup d'actions, comme pour les indices. L'euro-dollar, le plan n'a pas changé, c'est toujours ce fameux range.
Pour ma part, je garde toujours ce plan baissier. Je me dis que le support des 1,1530 va vraiment finir par céder et derrière, on va accélérer en direction des 1,1460. Ce plan n'a pas changé. Je l'ai évoqué avec vous maintenant depuis plusieurs séances. Puis, on est en train de sortir par le nuage, enfoncer la MM200. Mais il manque pas grand-chose, hein. Il manque vraiment pas grand-chose pour que le marché dégringole. Toujours ce double top qui est bien vivant juste ici, hein, il est quand même magnifique. Derrière, ce sera un objectif théorique à 1,1180. Bon, ça paraît un peu ambitieux là tout de suite maintenant. Voilà pourquoi je mets des cibles à moyen court terme à 1,1460 et 1,1370. Ce serait TP1 1,1460, TP2 1,1370. Pour les plus patients, eh bien, peut-être garder un reliquat en direction des 1,1180. Mais là, ça pourrait être un plan qui mettrait très clairement peut-être, je ne sais pas, 3, 4, voire 5 mois avant d'aller chercher ce fameux niveau, peut-être même plus. Voilà pourquoi difficile de tenir un plan aussi longtemps sur le Forex, alors qu'en revanche, aller chercher 1,14, 1,1370, c'est tout à fait envisageable à moyen court terme. Par conséquent, il faudra de nouveau surveiller le support ici à 1,1530. Comme je vous le disais, peut-être que certains d'entre vous ont vendu avec les différents setups qu'on a eu avec les Shimoku, soit sur pullback pour essayer d'avoir un meilleur ratio. Dans ce cas-là, le stop pour moi doit se placer au-dessus de la borne haute du canal. J'avais une préférence pour les 1,1710. Bon, on peut tenter de baisser, mais au-dessus de la MM50. Maintenant, si les 1,1530 casse, eh bien, je ne vois pas ce qui retiendrait l'euro de plonger en direction des 1,1460 et 1,1370. Bien évidemment, invalidation du plan si on clôture au-dessus de la MM50. L'euro CHF présente une configuration intéressante aussi. J'en ai vaguement parlé dans un webinaire hier pour IG Banque Suisse. Peut-être que certains d'entre vous étaient inscrits à ce webinaire, mais j'évoquais hier justement le fameux range qu'on avait. Alors, je vais d'abord débuter en données mensuelles, hebdomadaires, mais globalement, l'euro reste sous pression face au franc suisse. Hein. Forcément, les craintes liées à l'inflation renforcent les devises refuges comme le yen ou le franc suisse. Et ici, on est en pleine dégringolade depuis de nombreuses semaines. On arrive bientôt sur un niveau de support. Actuellement, je trouve qu'on est sur un niveau de support un peu intermédiaire et la grosse zone de prix, c'est les 1,05, juste ici. Donc là, potentiellement, réaliser un trade pour aller chercher les plus bas du mois de mai, mars 2020. Maintenant, si on assume en données daily, on avait un beau canal baissier, ici juste de l'excès, bim, on est venu casser la borne basse et hop, on effectue le pullback sur la borne basse. Pour l'instant, les vendeurs gardent la main, on consolide dans un range et derrière, si on casse ce range, je pense qu'on pourrait chercher le prochain niveau de support. Donc là, un petit trade à réaliser pour aller chercher les 1,05. Pas plus, pas moins. Voilà, c'est un gros niveau, pas de TP2, juste un TP1 ici. Justement, j'en parlais hier en données 4 heures en disant qu'on était dans un range. On avait eu un beau chandelier, un avalement sur la borne haute de ce range. Que derrière, en données 15 minutes, on avait aussi validé un magnifique double top, juste ici. Donc une occasion de se positionner pour les retardataires, peut-être sur un peu plus tard ici, pour aller chercher dans un premier temps la borne basse du range 4 heures et surtout espérer la cassure par le bas. Car effectivement, la dynamique demeure baissière
Et là, pour le coup, j'avais même pas vu, mais j'ai eu un cassure Tenkan Kijun à plat. On est dans un range, mais le nuage, lui, n'a pas twisté, donc ce setup est valide. Le nuage bien orienté à la baisse, avalement baissier, cassure Tenkan Kijun, double top validé. Bon, là, on pourrait soit mettre un stop juste au-dessus, ou le mieux, ce serait ici, aller chercher en TP1, mais pour moi, c'est pas vraiment un niveau de TP à aller chercher, car je pense que on va avoir une sortie par le bas. Donc, TP1 et TP final, ce serait d'aller chercher les 1,0505 sur l'euro CHF. L'AUD yen, fin du trade, objectif atteint très clairement. Hier, je vous disais qu'une prise de bénéfice pouvait s'opérer sur la touchette suite à la remontée de la Kijun, mais vous voyez que finalement, on a quand même eu cet excès et le marché est très clairement venu taper la zone. On avait identifié maintenant depuis la semaine dernière, depuis la mise en place du plan vendeur, suite à l'apparition du double top ici et les avalements baissiers consécutifs. Donc là, prise de bénéfice, fin du trade pour moi, sortie, un objectif majeur a été atteint. Maintenant, je vous parlais potentiellement d'un reverse. C'est dommage qu'on ait accéléré un peu trop vite sur cette zone. Vous voyez que la MM200 n'a pas pu remonter totalement. La MM50 est en retard, un peu à la traîne. Et c'est un peu ce qui me chagrine à court terme. J'aurais préféré avoir une descente plus lente, histoire que ces deux moyennes mobiles aient le temps de remonter et de venir renforcer la zone. Bon, en tout cas, il y a déjà eu une prise de bénéfice qui s'est opérée. Fin du trade pour moi. Je vise pas de TP2 parce que pour moi, on a trop d'éléments techniques qui convergent, un niveau de support trop important et on pourrait avoir un rebond avant de repartir si effectivement la zone ne tient pas. Mais pour cela, je préfère vraiment dire que c'est la fin du trade sur cette fameuse zone de prix. Maintenant, à court terme, en données 4 heures, je ne suis pas convaincu aussi des bougies qu'on a eues pour l'instant. J'attendais un beau signal de retournement. Je vais enlever les Shimoku parce que là, il ne sert à rien pour vous montrer un peu les bougies. Pareil, les ranges, le TP a été atteint. Bon, voilà, on est dans la zone très clairement, mais j'ai pas de bougie de retournement, j'ai pas de bougie flux, je suis pas convaincu à 100% du reverse. Et en parallèle, j'ai pas ma MM50 et ma MM200 qui sont encore un peu en dessous, on pourrait faire de l'excès. Avoir la réaction des paires en yens aussi, surtout à la suite de la statistique clé de l'inflation à 14h30. En données, effectivement, il y avait un peu audacieux, mais ça pouvait se tenter. Voilà. En données horaires, peut-être que certains, les plus expérimentés, l'ont tenté. Dans ce cas-là, je vous invite tout de suite à mettre votre stop à break-even, maintenant. Il y avait une divergence à jouer en données horaires sur la zone. Pour le coup, elle est plutôt belle, validée avec l'avalement derrière, juste ici. Donc voilà, un plan réservé, qui était peut-être réservé plus pour les expérimentés, à affiner sur des unités de temps plus courtes. Tôt ce matin, mais effectivement, on a bien eu une divergence haussière sur la zone en données horaires. Maintenant, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, si vous avez joué cette divergence, mettez maintenant votre stop à break-even. Vous avez un peu de marge et attendez à 14h30 pour voir la réaction du marché. Et si au contraire, on prolonge la chute en direction du sud, ou bien remonter finalement de l'AUD sur cette fameuse zone de support. Donc là, pareil, je ferai le suivi la semaine prochaine, surtout, vu que je suis absent demain et vendredi, pour savoir un peu la structure à venir, pour voir un peu la configuration graphique et surtout voir si éventuellement les retardataires peuvent tenter des achats sur cette zone. Parce que là, actuellement, j'estime que c'est un peu, on n'a pas de signaux haussiers sur les unités de temps, en tout cas supérieures, en données 4 heures et daily. Le gold, qui tout double. C'est aujourd'hui que j'attends la réaction du marché, afin que j'attends le signal technique haussier ou pas.
Bien évidemment, pour moi, il faudrait une clôture hebdomadaire au-dessus des 1830. On est dans un range depuis bientôt 5 mois maintenant. Forcément, c'est la cassure d'une des deux bornes qui donnera le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Maintenant, on a aussi cet oblique. Voilà pourquoi prudence au bull trap. Le marché du gold était complexe, piégeux. On a eu beaucoup de portes de saloon sur ce marché. Rappelez-vous, des faux signaux un peu dans tous les sens. C'est pas maintenant qu'il faut craquer, j'ai envie de dire. Il faut au contraire s'armer de patience et se dire attendons au moins une clôture weekly au-dessus de ce niveau. On franchisse une bonne fois pour toutes la borne haut du range, l'oblique baissière, et derrière, hop, tenter sur pullback de se positionner pour aller chercher 1850, 1910 et plus si affinité. Maintenant, à surveiller avec les chiffres de l'inflation, voir comment le métal jaune va réagir. Donc là, sur le fil du rasoir, soit on explose tout et on a un signal à moyen long terme d'une reprise haussière, sinon direction plein sud et potentiellement retour d'une part sur la zone 1795-1785 et en cas d'incursion, eh bien, rotation complète des prix en direction de la borne basse vers 1750. Donc là, on s'attache les mains, on surveille les chiffres à venir et globalement, on devrait avoir un signal à la vente ou à l'achat. Le Brent s'est confirmé, le plan acheteur est en place. Comme je vous le disais, on a ce magnifique drapeau. Hier, la clôture est plutôt belle. Belle cassure, je vous disais justement d'attendre une clôture daily et pas une clôture 4 heures, encore une fois, pour éviter de se manger un bull trap. Et la bougie me plaît bien. Belle cassure de résistance des 84,20. Si on bascule en données 4 heures, effectivement, on a bien percé cette zone de polarité. Je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus propre. Donc là, hop, on est bien parti. J'aime beaucoup la structure, c'est très propre, sortie de drapeau, on reprend un peu notre souffle. Mais globalement, j'y étais déjà aussi, mais là, je mets en place un plan de trading. Enfin, en tout cas, j'ai envie de proposer un plan de trading pour aller chercher les 90 $. 89, 90 $. Avec stop loss ici, sous les plus bas. Certains le mettront peut-être un peu plus haut, mais pour ma part, le mieux ce serait sous cette zone. Bon, ça fait pas un super ratio, je le reconnais. Après, si on est dans un drapeau, effectivement, si on reporte le mât, c'est pas 90 $. C'est pas loin de 100 $, presque 95. Mais encore une fois, on a un gros niveau ici. Donc là, pour moi, je vais plutôt m'arrêter à ce niveau-là, 90 $. Et on verra par la suite si effectivement le marché casse ce niveau. En tout cas, à court terme, j'estime que le marché a tout à fait les capacités d'aller chercher les 90 $. Et invalidation du plan, surtout, pour moi, c'est ce niveau qui m'intéresse. Voilà. On va mettre un stop sous ce creux-là. On a pas mal de mèches ici, on a un beau niveau. Juste sous ce niveau, vers les 81,50, ça offre quand même un ratio qui n'est pas dégueu, très clairement. Donc, surtout si la probabilité de succès est élevée. Donc là, confirmation de la sortie par le haut de ce drapeau, mise en place d'un plan de trading et pas de TP intermédiaire pour le coup, pas de TP1, pas de TP2, juste un TP final à 90 $. Donc voilà mon plan swing à venir pour les prochaines semaines maintenant sur le pétrole. Et donc on verra, on fera le point surtout si le marché me donne tort ou raison dans les prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, je repasse à l'achat sur le marché pétrolier. Et pour le light, forcément oui,
si je suis aussi sur le Brent, le light ne va pas aller en direction du sud, ça va monter, mais la structure graphique, encore une fois, je me répète, était bien plus propre sur le Brent, avec des niveaux clés, une belle figure de continuation de tendance, alors que sur le light, le WTI en tout cas, bon, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien de croustillant, j'avais envie de dire, d'un point de vue technique, nous indiquant vraiment un beau setup de continuation de tendance. Vous voyez, à part un range un peu larvé, maintenant on est en train de nouveau de travailler la zone, on réintègre même le canal, on est un peu sur un double niveau de résistance, une ancienne borne basse du canal haussier, on est un peu dans la zone, mais globalement, pareil, ça se présente plutôt bien. Au mieux, voilà, on a un V-bottom ici, tac, V-bottom, et derrière, on pourrait aller chercher 88, 89. Mais encore une fois, forcément, si le Brent monte, le WTI va lui aussi monter. Mais je préfère placer un plan de trading sur le Brent où les niveaux d'entrée sont bien connus et identifiés et où le stop loss lui aussi est facile à placer, sachant que derrière, on a quand même une belle zone hebdomadaire à aller chercher sur le pétrole Brent. Les crypto-monnaies, pour terminer, avec le Bitcoin. Rien à signaler. Un marché qui reprend son souffle. On est sur support. Et depuis hier, il ne se passe absolument rien. Donc on est toujours bien orienté à la hausse. On surveillera bien évidemment la clôture hebdomadaire, mais ça reste haussier, comme je vous le disais, hein, on est au-dessus des 66 000, enfin, on est au-dessus de cette zone. Je vise toujours 70 000, voire 75 000, et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur le BTC. Attendre des corrections pour éventuellement se positionner dessus. Encore une fois, on est dans une nouvelle phase de bull run. Je n'exclus pas des corrections de 4, 5, voire 6% à l'intérieur de ce bull run. Encore une fois, il ne faudra pas céder à la panique. C'est tout à fait normal. Réétudier les dernières phases de bull run ici. Des chutes de 8%, 7%, 5%, 10%. Vous voyez, on a eu. Globalement, on a des chutes à peu près actuellement là, je dirais pas tous les 2 mois quasiment. La dernière c'était en septembre, là on en a eu une petite ici, septembre, avant ça c'était fin juillet, tous les 2 mois. Bon, c'est pareil, c'est des statistiques, mais je ne serais pas étonné si tôt ou tard on se fait une petite purge de 4-5% avant de repartir, et ainsi de suite. Mais tant que la dynamique est haussière, tant que le marché ne montre pas de signe d'essoufflement, eh bien, il faudra chercher, pour celles et ceux qui sont positionnés peut-être sur des niveaux de support intermédiaires, à accompagner le plus loin possible ce marché jusqu'à avoir un véritable signal d'essoufflement, de retournement de marché. Voilà un peu mes conclusions sur le BTC. Pour l'heure, ça reste haussier. Pas d'inquiétude à avoir. Et puis, pas d'inquiétude à avoir aussi si on se prend au contraire des baisses de 3, 4, 5, 6%, que sais-je. Au contraire, il faudra profiter de ces replis pour les mettre à profit derrière et se repositionner dans le sens du flux. Car on pourra vraiment avoir un beau bull run, une nouvelle phase, une phase 3 de bull run. Donc forcément, si on entame une phase 3 de bull run, c'est pas pour venir caler sur les 66 000 $. Je vise quand même un peu plus haut. Néanmoins, encore une fois, des turbulences sont tout à fait envisageables. Et je préfère un marché avec quelques turbulences, quelques corrections, plutôt qu'un marché qui monte à la verticale en mode parabolique, où là, c'est la pleine euphorie. Voilà. J'aime une structuration de marché saine, des hauts, des bas, des creux, des sommets, mais un marché qui continue de monter plutôt qu'une hausse parabolique et complètement euphorique. Ethereum, pour terminer.
mais le constat est le même. La stratégie n'a pas changé, c'est achat sur tous les replis, les anciens sommets, et objectif, viser la borne haute du canal et TP1, 5150 $. Ça reste ma cible. Comme évoqué, c'est le report ici de la anse, de la première anse à la cassure, 5150. Si on reporte la tasse, 6100. Donc là, rien n'a changé. À court terme, pour celles et ceux qui payent tous les replis en données 4 heures, eh bien forcément, ce serait d'aller chercher la borne haute du canal. Pour l'instant, vous voyez ici, j'aime beaucoup, c'est vraiment très propre. C'est des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. On revient tester les anciens, parfait, une structure vraiment, une tendance vraiment saine. Et ça, c'est agréable. Donc là maintenant, hop, l'objectif, c'est d'aller chercher les 5000 points. TP1, 5150. Et là, on pourra remonter les stops. Après, je ne sais pas où est-ce que certains sont positionnés, mais il faudra peut-être penser à prendre quelques bénéfices, remonter ses stops. Tout dépend, encore une fois, si vous êtes un investisseur DCA, moyen long terme, ou au contraire, si vous faites uniquement du trading. Je ne connais pas vos profils, votre gestion de risque, votre money management, donc j'essaye un peu de m'adapter à tous les profils. Et globalement, des cibles à court terme, haut de canal, 5150, et derrière, l'objectif final serait 6100. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour rappel, je suis absent demain et aussi vendredi. Par conséquent, je vous retrouverai à partir de lundi. Soyez prudents sur les marchés, notamment avec l'inflation américaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end pour ceux qui ont un long week-end de 4 jours. Et je vous dis à lundi pour faire un nouveau point sur la planète finance.